Le bon Didier Raoult, il n'est pas fou. Je pense pas qu'il soit fou. Dans tous ces pays où ils prennent de la chloroquine, et en très grande quantité, il y a très très peu de cas par rapport à l'Europe et d'autres pays où ça ne fait qu'augmenter. Dans tous ces pays atteints de malaria, il y a un nombre extrêmement faible de coronavirus. Je vais vous en citer quelques-uns, mais je vais vous les lire car je ne peux pas m'en rappeler. Au Bénin, il y a 2 cas actuellement, bien sûr. C'est pas une étude sur le futur ou le passé, c'est ce qu'il y a actuellement. Au Bénin, il y a 2 cas, pas de mort. Au Togo, 18 cas, pas de mort. En Côte d'Ivoire, 25 cas, pas de mort. Au Ghana, 24 cas, 1 mort. Au Burkina Faso, 99 cas, 4 morts. Au Mali, rien. Walou. Au Niger, 2 cas. Nigeria, 36 cas, 1 seul mort. Environ 206 cas de coronavirus sur un étalage de 8 pays autour du Bénin, avec une population de d'un peu plus de 349 millions d'habitants seulement. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle analyse. Une fois de plus, on va parler du coronavirus, ce virus qui plonge la planète entière dans la psychose, la peur, ce virus qui monopolise la sphère médiatique, cette même sphère médiatique qui n'hésite pas à créer une atmosphère anxiogène, ce même virus qui est responsable aujourd'hui de l'extinction de l'économie mondiale. Moi, à travers cette analyse, je vais surtout m'intéresser à la face cachée, les zones d'ombre qui tournent autour du professeur Didier Raoult. On attaque ça tout de suite. Pour tous ceux qui risquent d'être déçus, parce que je fais encore une vidéo sur le coronavirus, puisque vous avez été nombreux à me dire « Marcus, arrête de faire des vidéos complotistes », c'est comme ça qu'ils appellent mes vidéos. Ils m'ont dit « Marcus, fais plutôt des vidéos pour nous unir dans ces moments difficiles ». Alors il faut attendre qu'il y ait des moments difficiles pour que les gens soient unis. Malheureusement, à toutes ces personnes, je risque de les décevoir, mais la meilleure des réponses pour moi serait de vous dire que dans un premier temps, avant d'essayer d'être unis, il faudrait peut-être déjà s'unir avec le Créateur. Et donc être déjà connecté au Créateur. Et vous verrez que vous aurez moins de difficultés à supporter cette épreuve. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc revenons à notre sujet. Donc Didier Raoult, né le 13 mars 1952 à Dakar au Sénégal, est un infectiologue et professeur de microbiologie français. Il est donc spécialiste des maladies infectieuses. Et donc cet homme crée la polémique puisque depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire une fois qu'on nous a annoncé la pandémie qu'il y avait en Chine autour du Covid-19, il est venu, il a expliqué qu'il serait peut-être intéressant d'utiliser le même traitement que les Chinois, c'est-à-dire la chloroquine, pour faire face au virus en France. Et bien entendu, personne n'a daigné écouter cet homme, bien au contraire, les médias n'ont fait que le diaboliser, ce qui est assez étrange, puisque quelques jours avant, notre président nous expliquait que nous étions en guerre et qu'il fallait mener une guerre contre ce virus. Et ce qui est assez étrange, c'est que cet homme-là apporte une arme pour pouvoir combattre le virus, et on ne veut pas de son arme. Alors à travers cette vidéo que vous voyez en face de vous, ce titre « Coronavirus, traitement, vaccin », je pense que là nous avons la réponse d'entrée. La réponse qui va peut-être justement nous diriger vers une ligne directrice durant toute cette analyse. Écoutons ce court passage. Est-ce que des perspectives thérapeutiques émergent en ce moment? Il y a au moins une chose là, qui est sortie très récemment, la semaine dernière. Les Chinois ont retesté un certain nombre de molécules existantes, de médicaments, et ils ont trouvé qu'un médicament très ancien qui s'appelle la chloroquine, qui était utilisé en préventif ou en curatif dans le traitement du paludisme, était efficace in vitro. Alors il y avait déjà des données qu'on avait rapportées nous sur le fait que ce médicament était actif sur les virus et le coronavirus. Et donc c'est une perspective thérapeutique immédiate, puisque c'est un médicament qu'on utilise depuis 70 ans, qui est extrêmement facile d'utilisation avec très peu d'effets secondaires. Donc en curatif, je pense que c'est une piste thérapeutique qui va être probablement déjà testé en Chine immédiatement, puisque le médicament est disponible. Oui, c'est une très bonne nouvelle, qui n'est pas une grande surprise, parce que pour le SARS, la chloroquine avait été testée et marché, mais tout le monde a oublié ça, et que nos sociétés, à la différence des sociétés chinoises, sont plus
à la recherche d'innovations technologiques pour résoudre des problèmes nouveaux, ce qui est un biais de pensée. Parfois, il y a des médicaments anciens qui soignent des problèmes nouveaux. Et donc, les Chinois nous donnent des leçons. Par exemple, le plus grand médicament du paludisme qui soit utilisé actuellement, c'est un extrait de plante pour lequel sa découvreuse a eu le prix Nobel. Il semble que le meilleur médicament de loin pour le traitement des coronavirus, ce soit la chloroquine, qui est probablement le médicament qui a été, ou un des médicaments qui a été le plus prescrit dans l'histoire de l'humanité. L'explication qu'on peut entendre régulièrement serait que Didier Raoult serait victime d'un boycottage parce qu'il serait en conflit avec l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et que Agnès Buzyn, l'ex-ministre de la Santé, aurait pris parti puisque son mari Yves Lévy est le PDG de l'INSERM. Et donc, il faut savoir que Didier Raoult a souvent critiqué cet institut parce qu'il considère qu'ils reçoivent beaucoup de fonds, mais qu'ils ne font pas forcément assez de recherches, puisque soi-disant, ils prétendaient faire des vraies recherches sur un vaccin pour le sida, et au final, il considère que cet institut ne fait rien avec les fonds. Moi, personnellement, je trouve cette explication beaucoup trop simpliste. Je vais plutôt partir vers une autre théorie. Fin de la polémique, puisque aujourd'hui, le gouvernement français a finalement autorisé la prescription du chloroquine. On pourrait se dire que finalement, le professeur a eu gain de cause à force de donner des explications à travers les réseaux sociaux, et notamment par le biais de sa chaîne YouTube. Sauf que le 13 janvier 2020, il y a eu un arrêté qui classe le chloroquine parmi la liste des substances vénéneuses. Le 13 janvier 2020, sachant qu'il y avait déjà la pandémie en Chine, puisque cette pandémie a débuté fin décembre et que les premiers chiffres annoncés étaient à partir du 23 janvier. Donc on pourrait se poser des questions. Comment se fait-il qu'un médicament qui soigne le coronavirus, qui soigne plusieurs souches du coronavirus depuis plusieurs années, est interdit en France alors que ce même médicament est utilisé depuis plus de 70 ans pour soigner le paludisme et que, comme le dit le professeur, c'est un médicament qui comporte très peu d'effets secondaires, tout comme certains médicaments, si vous l'utilisez avec excès, effectivement, ça peut provoquer énormément d'effets secondaires. Pourtant, malgré l'autorisation de la prescription, on peut se rendre compte qu'on met des bâtons dans les roues du professeur. Par exemple, regardez, coronavirus à Marseille, l'ARS désapprouve les dépistages massifs du professeur Didier Raoult. L'ARS de la région PACA appelle au dépistage du coronavirus des seules personnes fragiles, contrairement à ce qu'organise le professeur Didier Raoult à l'IHU. Le fossé se creuserait-il un peu plus entre l'État et le professeur marseillais Didier Raoult? Dans un communiqué de presse, l'Agence régionale de la santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur demande que les tests de dépistage du coronavirus soient réservés aux personnes plus fragiles et vulnérables et estime que le test diagnostic est un acte soumis à prescription médicale. Donc là, nous sommes en état de guerre. Le président nous dit que nous devons mener la guerre au virus. La Chine également procède à justement des tests pour voir justement si les gens seraient peut-être positifs au virus, mais en France, on nous fait comprendre qu'il faut s'intéresser qu'aux cas vulnérables, alors que les médias ne cessent de nous bassiner que toute personne est potentiellement vulnérable au virus. Preuve à l'appui, cette jeune fille de 16 ans qui est décédée et qui justement ne présentait aucun antécédent médicaux, et pourtant elle est décédée du coronavirus à l'âge de 16 ans. Donc il faut comprendre où sont réellement les priorités et pourquoi aujourd'hui on essaye de mettre des bâtons dans les roues du professeur. Encore un autre fait étrange, l'État refuse l'aide du laboratoire vétérinaire d'Indre-et-Loire capable de réaliser 1000 tests par jour. Le département d'Indre-et-Loire et 3 départements limitrophes viennent d'écrire au ministre de la Santé. Ils sont prêts à mobiliser leur laboratoire vétérinaire pour effectuer 1000 tests Covid-19 par jour. L'État refuse. Nous sommes en état de guerre et l'État refuse de faire des tests de dépistage tout en sachant que quand vous êtes contaminé par le Covid-19, vous pouvez contaminer les gens même quand vous ne présentez pas des signes de la maladie. Ce qui est assez étrange, c'est qu'aujourd'hui, la France a une drôle de manière de gérer la situation et notamment une capacité très étrange de vouloir éradiquer ce virus. Avant de poursuivre cette analyse, j'aimerais qu'on fasse une pause sur cet article.
La Chine accuse les États-Unis d'être à l'origine de la pandémie. Dans cet article, qu'est-ce qu'on peut lire ? Cette déclaration est notamment relayée par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Li Jianzhao, sur son compte Twitter et tout s'emballe. Le directeur des CDC reconnaît que des Américains déclarés morts de la grippe ont été testés positifs au nouveau coronavirus, affirme le diplomate chinois, estimant ainsi que des cas de Covid-19 auraient donc pu précéder les premiers cas en Chine. De quand date le patient zéro aux États-Unis? Combien de personnes ont été infectées? Soyez pas transparents, les États-Unis nous doivent une explication, lance-t-il dans son message. Dernier argument de la Chine, un élément troublant à ses yeux, la tenue d'un événement Event 201 organisé par le Centre de sécurité sanitaire Johns Hopkins en partenariat avec le Forum économique mondial et la fondation Bill et Melinda Gates, une fois de plus. Réalisé le 18 octobre 2019 à New York, il a simulé l'arrivée d'une grave pandémie afin d'illustrer les besoins nécessaires pour faire face aux conséquences économiques et sociales à grande échelle. Pourquoi je m'intéresse à cet article? Puisque dans ma vidéo La face cachée du coronavirus, j'avais lâché cette hypothèse comme quoi ça pouvait servir la cause de personnes mal intentionnées. Et dans cette vidéo, je vous avais montré que nos 3 derniers présidents ne cessaient de prêcher l'avènement du nouvel ordre mondial. Et également, je vous avais montré un passage où De Villiers expliquait que George Soros était le patron de notre président Emmanuel Macron, qui lui-même est un partisan du nouvel ordre mondial. Donc c'était pour vous montrer qu'on peut également taxer la Chine de complotiste. Effectivement, quand on fait des recherches, on retrouve la vidéo de l'événement 201, qui simulait justement un exercice autour d'une pandémie qui risquait d'arriver. Et étrangement, à la même période, nous avions en Chine, à Wuhan, la fin des 7e Jeux mondiaux militaires. Et sur place, nous avions des militaires américains. C'est certainement un fait hasardeux. Et pour revenir encore à cette histoire, je vais remettre le passage de De Villiers qui explique encore, parce qu'il faut des rappels, que George Soros est le patron des ONG et également le patron de notre président Macron. Cette fois-ci, on va prendre un passage d'une interview de De Villiers qui avait déjà expliqué le fonctionnement de la franc-maçonnerie. Et là, dans ce passage sur Sud Radio, écoutez ce qu'il est en train de dire sur Soros. Écoutez bien. Il est très puissant. Il y a des centaines d'ONG qui travaillent pour la société liquide. Il y a une société sans les filiations, sans les nations, sans les États. Soros. Open Borders. Voilà. Open Society. Voilà, Open Society. Et donc ce Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros. Que les auditeurs retiennent bien ce nom. C'est le nouveau patron. C'est the big boss de l'Europe. Et pour ceux qui se souviennent, dans cette vidéo, j'avais également précisé que George Soros avait pour idéologie le nouvel ordre mondial et qu'il avait pour mission de créer un gouvernement unique qui pourrait contrôler toute l'humanité. On va s'intéresser à cet article. Est-il vrai que Soros et Rothschild ont financé la campagne de Macron? Cette rumeur a en fait vu le jour il y a plus d'1 an, mais l'actualité franco-italienne l'a remise en selle. Plusieurs sites complotistes, bien sûr, reprennent cette semaine une information des sites d'extrême droite italiens selon laquelle George Soros aurait financé la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. George Soros a financé la campagne de Macron à hauteur de 2 365 910 $. Titre Wikistrike, c'est désormais officiel, il y a George Soros derrière Macron, écrit Nouvel Ordre Mondial. Média Presse Info continue aussi dans la même lignée. Tous ces sites ont pour source un article publié par la vitrine web de la Ligue du Nord, Il Populista, le 17 juin dernier. C'est maintenant officiel, a écrit aussi ce site, dont le co-directeur n'est autre que Matteo Salvini, le nouveau ministre de l'Intérieur italien. Donc là encore, on pourrait se dire que chaque ennemi qui dérange Soros a été fortement touché par ce virus. La Chine, l'Iran, l'Italie, bien entendu. Je vois d'autres personnes qui vont venir me dire « Oui, mais Marcus, les Italiens ont été plus touchés parce qu'il y a énormément de personnes qui étaient déjà malades et c'est pour ça que les virus les ont touchés plus que d'autres. » Tout à fait possible. Maintenant, je tiens à souligner quand même que des Italiens, notamment le ministre de l'Intérieur italien, accusent Macron d'avoir été financé par George Soros. Ce qui appuie l'explication de De Villiers comme quoi George Soros serait le patron
de Macron, ce même George Soros, qui a pour idéologie le nouvel ordre mondial. Macron également, que je vous avais montré dans cette vidéo, qui n'arrêtait pas de nous prêcher le nouvel ordre mondial. Maintenant, on va rentrer dans la partie la plus intéressante de cette analyse. Je vais vous faire écouter un passage et je vais vous demander d'être très attentif parce que ça vient d'un ancien documentaire. Écoutez bien, c'est un scientifique qui parle du virus, du coronavirus. Écoutez s'il vous plaît avec précision. Luis San Juanes est l'un des meilleurs spécialistes au monde des coronavirus. Son laboratoire est le plus avancé dans la recherche d'un vaccin contre le MERS coronavirus. Pour y parvenir, il faut réussir à atténuer sa virulence, sa dangerosité. Et pour le modifier ainsi dans les meilleures conditions, l'équipe de Madrid a choisi de recréer ce virus de toutes pièces, synthétiquement. Une performance que de plus en plus de laboratoires sont désormais capables de réaliser. Une technique qui pourrait être généralisée à toutes les grandes familles de virus, afin de fabriquer des vaccins le plus rapidement possible, dès qu'un nouveau virus émerge. Imaginez un peu. Vous pourriez avoir une sorte de dépôt dépendant de l'Union européenne ou du gouvernement américain, où il y aurait une base et tous les outils déjà prêts pour fabriquer n'importe quel nouveau virus. 95% du travail pour fabriquer son vaccin serait déjà fait. Imaginez un peu. Vous pourriez avoir une sorte de dépôt dépendant de l'Union européenne ou du gouvernement américain, où il y aurait une base et tous les outils déjà prêts pour fabriquer n'importe quel nouveau virus. 95% du travail pour fabriquer son vaccin serait déjà fait. Vous avez entendu comme moi, je vous l'ai mis à 2 reprises. Il est en train d'expliquer que vous pouvez avoir une base de données qui permet de créer des virus pour ensuite, par la suite, créer des vaccins très rapidement. Et souvenez-vous de ce passage d'une de mes anciennes vidéos où je vous montrais qu'il y avait déjà des laboratoires américains qui avaient déjà conçu un vaccin pour le Covid-19. Souvenez-vous de ce passage. Je vous fais la traduction en français. Donc là, il y a des essais du vaccin du coronavirus qui ont été fabriqués par Moderna. Donc Moderna est un laboratoire qui ont commencé à Seattle. Et donc là, on voit une femme en train de se faire vacciner avec ce nouveau vaccin du coronavirus. Je vous avais dit qu'ils allaient développer un vaccin. Et vous vous souvenez, je vous avais donné le nom de George Soros dans cette analyse. Et je vous avais dit, ne me taxez pas de complotiste. Alors regardez bien. Chose étrange, regardez ce qui se produit. On va chercher maintenant à savoir qui finance ce laboratoire Moderna. Nous sommes sur le site du laboratoire Moderna et en tête, on nous confirme qu'ils sont en train de travailler sur ce potentiel vaccin autour du Covid-19. Et maintenant, nous allons chercher à qui appartient ce laboratoire Moderna. On apprend que ce laboratoire est financé par Bill et Melinda Gates Foundation, donc la fondation de Bill Gates. Maintenant, on va s'intéresser à la fondation de Bill Gates et voir qui sont les membres qui financent la fondation de Bill Gates. Nous allons sur le site de la fondation de Bill Gates. Bien entendu, quand je vous dis on va voir qui finance sa fondation, on sait très bien que Bill Gates n'a pas besoin de fonds pour sa fondation vu qu'il est milliardaire. Mais nous allons trouver le nom de quelqu'un qui nous intéresse. Et là, regardez par exemple ce passage, One's Roots, et regardez, je vais vous refaire la traduction en français. Donc là, je vous fais la traduction à ma manière. Donc ceux qui ont une base en anglais vont comprendre très facilement. One est né des conversations entre Bill Gates et Bono au début des années 2000 sur la nécessité de mieux informer les Américains sur l'extrême pauvreté dans le monde. Avec Melinda Gates, donc sa femme, Bobby Shriver et regardez qui suit, George Soros. Vous savez, ce monsieur que j'avais cité dans ma dernière analyse. Eh bien, souvenez-vous, je vous avais expliqué que De Villiers avait expliqué que c'était le boss de notre président Macron et qu'il avait un pouvoir absolu sur beaucoup de présidents. Et bien là, vous observez que comme par hasard, son nom est cité autour de cette affaire de vaccination. Donc, fait du hasard, une fois de plus, il y a une certaine cohérence dans l'analyse que j'avais pu faire. Et donc, encore une fois de plus, ça prouve qu'on fait quand même des recherches autour des dossiers. Sur ce, les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Une fois de plus, c'est toujours les mêmes noms qui ressortent. Bill Gates, George Soros, qui est présenté comme le patron d'Emmanuel Macron et le patron d'autres ONG et d'autres présidents.
Et là, vous allez voir à travers ce passage de Nicolas Sarkozy, et d'ailleurs dans ma vidéo, je vous avais montré également que Nicolas Sarkozy nous annonçait l'arrivée du nouvel ordre mondial. Écoutez ce passage et vous allez comprendre quels sont les principaux objectifs du nouvel ordre mondial. Écoutez et soyez très attentifs. Le changement climatique évident auquel il faut apporter une réponse. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. Des dérèglements climatiques, le monde en a connu, qui ont conduit pour certains à la disparition de 80% des espèces du vivant. C'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Au contraire, il faut faire. Mais un choc démographique, comme celui que nous sommes en train de vivre, le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Au plus court, la Méditerranée, c'est 780 km, au moins large. On va passer de 1,2 milliard d'Africains à 2,5 milliards. Donc, je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Alors, on peut refuser ça, si on veut. Comprenez-moi. C'est d'ailleurs la première source de pollution, par parenthèse. Parce que vouloir promouvoir le développement durable sans poser la question de l'explosion de la démographie mondiale, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si vous avez été à Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria. 22 millions d'habitants. Donc si vous pensez qu'avec le tri sélectif, on va régler le problème de Lagos, c'est que vous n'y avez pas encore été à Lagos, parce que... Vous avez entendu ce que Nicolas Sarkozy vient de dire. Il est en train d'expliquer que l'humanité risque de s'éteindre à cause de la surpopulation. Et là, il est en train de nous expliquer, par exemple, là, il pointe du doigt le continent africain, comme d'habitude. Mais là, en vrai, ce que vous n'avez pas compris, c'est que là, il est en train de vous expliquer quels sont les principaux objectifs du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire diminuer la population terrestre. Et bien entendu, il nous explique que c'est pas en faisant du tri sélectif qu'on va combattre le réchauffement climatique. Toute personne sensée sait que le réchauffement climatique peut être combattu en arrêtant les élevages massifs d'animaux et également stopper la déforestation. Alors l'inverse serait de planter des arbres partout. Mais pour lui aujourd'hui, son explication, c'est qu'il faut trouver une solution contre l'immigration et surtout lutter contre le taux de naissance. C'est ça qu'il est en train de vous expliquer. Et là, on va écouter le boss, Bill Gates, celui qui a également pour idéologie le nouvel ordre mondial. Écoutez le discours de notre Bill Gates lors d'un séminaire. Écoutez bien. CO2 is warming the planet. And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. The effects on the weather, perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes, and so you get ecosystem collapses. Now, the exact amount of how you map from a certain increase in CO2 to what temperature will be and where the positive feedbacks are, there's some uncertainty there, but not very much. And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be, but they will be extremely bad. I asked the top scientists in this several times, do we really have to get down to near zero? Can't we just, cut it in half or a quarter? And the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise. And so that's a big challenge. It's very different than saying, we're a 12-foot high truck trying to get under a 10-foot bridge and we can just sort of squeeze under. This is something that has to get to zero. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it at all. So we have to go from
rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero, and that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Now that's back from high school algebra, but let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. Vous avez fait attention à ce passage. Alors je vais vous le remettre. Concrètement, il est en train d'expliquer que pour combattre l'augmentation d'émissions de CO2 qui pourrait nuire à l'humanité, il faut trouver une solution. Et bizarrement, il lâche quoi? Pour régler ce genre de problème, puisqu'il fait justement ce rapport par rapport au nombre de personnes sur Terre, il dit on va régler ce problème pour faire descendre le taux d'émissions de CO2 grâce à des vaccins et la santé. En quoi des vaccins vont aider à réduire le taux d'émission de CO2? Si vous n'avez pas encore compris ce qu'il est en train d'expliquer, je vous remets le passage. Let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. Est-ce que vous comprenez ce rapport entre excès d'émissions de CO2 avec une population grandissante avec la vaccination? En quoi vacciner des gens vont descendre l'émission de CO2? Je vous pose la question, n'hésitez pas à me le dire à travers les commentaires. Sachez que ce discours qu'il a tenu date de plus de 10 ans. Posez-vous la question pourquoi il nous parle de vaccins. Et essayez de comprendre pourquoi aujourd'hui des personnes comme le professeur Raoult dérangent des Bill Gates ou des George Soros. Posez-vous cette question, tout simplement parce que ce monsieur parasite leur mission. Cette mission est d'imposer une vaccination. Créer cette atmosphère de peur à travers des médias qui sont dirigés par des élites, des riches milliardaires qui sont bien souvent tous de mèche, qui diffusent des informations, manipulent les informations et aujourd'hui qui créent la peur. Le fait de créer la peur chez des gens fait que ces gens-là vont réclamer un remède. Aujourd'hui, on a sorti le chloroquine. Vous pouvez voir que les gens courent partout pour chercher du chloroquine parce qu'ils ont peur de mourir. La mort met tout le monde d'accord. Et donc forcément, même en utilisant le chloroquine, les gens auront encore peur d'attraper ce virus. Et plutôt que de prendre le risque de mourir à cause de la contamination de ce virus, ils vont forcément se diriger vers le vaccin pour être sûr d'être protégés. Maintenant, regardez, je vais vous faire découvrir quelque chose. Je suis parti sur le site Gavi. Ce site est la plus grosse organisation aujourd'hui des vaccins. D'ailleurs, qui a un poids même au niveau de la politique. Et vous allez voir ce que j'ai découvert sur ce site internet. L'article date du 21 mars 2020, à Genève. Et écoutez bien, je vais vous sélectionner quelques passages. Cet article traite du sujet autour du Covid-19. Et vous imaginez même pas quel poids a cet organisme, cette organisation autour des lobbies pharmaceutiques. Gavi va également travailler en étroite collaboration avec l'OMS, la Coalition pour l'innovation en matière de préparation aux épidémies, Coalition for Epidemic, Preparedness Innovations ou CEPI, la Banque mondiale, l'UNICEF et d'autres partenaires encore pour créer les conditions permettant d'accélérer le développement de vaccins candidats prioritaires. Donc là, on va accélérer l'élaboration des vaccins en s'attachant plus particulièrement aux problèmes d'accessibilité, ce qui implique d'obtenir une production suffisante et une distribution adéquate pour que le vaccin parvienne effectivement partout où l'on en a besoin pour enrayer la pandémie.
Nous avons déjà vu l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les systèmes de santé des pays riches, dans les pays dont les systèmes de santé sont déjà fragiles. Cela pourrait être catastrophique, a déclaré le docteur Ngozi Okonjo-Iweala, présidente du conseil d'administration de Gavi, lors de la réunion qui s'est tenue jeudi dernier. Il faut nous rendre à l'évidence qui s'est imposée brutalement ces derniers mois. Cette maladie ne respectant pas les frontières, nous ne pourrons la vaincre qu'en ripostant à l'échelle mondiale. Gavi s'organise pour mettre immédiatement des fonds à la disposition des pays à faible revenu pour leur permettre de faire face à la crise. La vaccination systématique contre les autres maladies mortelles comme la rougeole, la fièvre jaune et la diphtérie doit également se poursuivre. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'avoir affronté 2 épidémies mondiales à la fois. Il faudra attendre au moins 18 mois pour avoir un vaccin contre la Covid-19. Mais cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir dès maintenant à la manière dont il sera produit et déployé à grande échelle, a déclaré le docteur Serge Berkeley, directeur exécutif de Gavi. La demande de vaccins sera alors tellement importante qu'à moins de l'avoir planifié à l'avance, il existe un risque réel que seuls quelques pays puissent en disposer. Si cela se produit, ce sera un désastre. La maladie continuera à circuler à travers le monde longtemps après la mise au point des moyens de la juguler. Donc concrètement, pour eux, ils n'ont pas encore obtenu de méthodes, de procédés qui puissent éradiquer la maladie. Donc seule la vaccination sera nécessaire et ils sont en train de nous expliquer que la maladie risque de durer longtemps. C'est pourquoi nous allons chercher de toute urgence les moyens et les mesures d'incitation permettant de garantir l'accessibilité des vaccins pour les plus vulnérables où qu'ils vivent. Pour vous montrer le poids de cette ONG, en réitérant leur soutien à la 3e conférence des donateurs de Gavi qui sera organisée par le gouvernement britannique les 3 et 4 juin 2020 avec l'objectif de mobiliser au moins 7,4 milliards de dollars de ressources supplémentaires pour offrir une protection vaccinale à la nouvelle génération. Les membres du conseil d'administration ont également demandé à Gavi de trouver de nouvelles façons d'utiliser sa plateforme pour trouver une solution à la plus grave des crises de santé publique de notre époque. Vous avez entendu, à la plus grave crise de santé publique de notre époque. Maintenant, on va essayer de voir maintenant qui est le fondateur de cette ONG. Quand on recherche directement sur le site, on ne trouve que les partenaires. Et là, bingo, qui on retrouve encore? Bill et Melinda Gates, la Banque mondiale et d'autres partenaires. Mais quand on fait une recherche plus approfondie sur Google, regardez qui on trouve, qui est le fondateur de cette ONG, une fois de plus. Et là, surprise, la fondation Bill Gates est fondateur de cette ONG. Et soi-disant, on peut lire qu'ils disent qu'ils vont mettre 18 mois à trouver un vaccin, alors que tout à l'heure, je vous ai montré que le laboratoire Moderna, qui a commencé à tester des vaccins sur des personnes à Seattle, appartient également à Bill Gates. Donc finalement, il a déjà élaboré le vaccin. Ils essayent de nous faire croire qu'en fait, ils sont en train de chercher un vaccin, alors que bizarrement, ils ont réussi à faire ce vaccin très rapidement. Et souvenez-vous, qu'est-ce que le scientifique disait tout à l'heure dans le documentaire ? Que c'est très facile pour des gens d'avoir une bande de données de virus, de les créer pour ensuite élaborer un vaccin très rapidement. À vous de réfléchir et de vous poser des questions. Cette analyse arrive à sa fin, les amis, mais je tenais à attirer votre attention sur un passage que j'avais mis dans la vidéo, la face cachée du coronavirus. Vous avez vu tout à l'heure, j'étais en train de vous lire que Gavi était en partenariat avec l'OMS, qui travaillait avec l'OMS. Et souvenez-vous de ce rapport de la Commission européenne où j'étais en train de vous expliquer qu'ils étaient en train d'élaborer un procédé qui serait un carnet de vaccination commun où on pourrait suivre chaque personne et vérifier si ces personnes sont vaccinées. Écoutez ce passage. Lors du sommet mondial de la vaccination qui se tenait à Bruxelles en septembre 2019, ils ont énormément parlé de l'importance de la vaccination et ils limitent l'obligation de vacciner les gens. Et il y a un passage très intéressant que j'ai trouvé sur le site de la Commission européenne. Quelles sont les mesures prises récemment par l'Union européenne en matière de vaccination? Soyez très attentifs à ce passage parce que je pense que ce passage résume ce qui va certainement nous arriver dans quelques temps. À la suite de la recommandation du Conseil adoptée en décembre 2018, plusieurs mesures ont déjà été mises en œuvre, dont la coalition pour la vaccination et la passation conjointe de marché pour l'acquisition de vaccins contre la pandémie de grippe. D'autres sont en cours. Il s'agit notamment d'élaborer un carnet de vaccination commun. Donc là, il y aura un carnet de vaccination en commun. Donc ce carnet de vaccination va certainement nous accompagner à chaque fois qu'on ira dans un autre pays de l'Union européenne.
Et donc forcément, il faudra que ce carnet de vaccination soit à jour. Il s'agit donc d'élaborer un nouveau carnet de vaccination commun, de soutenir la recherche et l'innovation pour la mise au point de nouveaux vaccins, ou encore de mettre en place un système européen de partage d'informations sur la vaccination. Donc là, concrètement, on est identifié comme des bestiaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura carrément un moyen de savoir qui est à jour au niveau de ces vaccinations. Donc, j'espère concrètement qu'on ne sera pas obligé de se vacciner pour le Covid-19. Et même si c'était le cas, je pense que moi, je refuserais. En ce qui me concerne, sachez une chose, en plus de savoir que les vaccins détruisent la santé des gens, il faut savoir aussi que les vaccins ont un effet sur le psychique. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les militaires sont les personnes les plus vaccinées dans le monde. Cette analyse arrive à sa fin. Je n'ai pas vraiment de conclusion à faire, puisqu'en général, j'improvise des conclusions. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous rentrons dans une nouvelle ère. Soyez prudents, faites attention à vous, restez chez vous, puisque c'est la seule solution aujourd'hui pour essayer de ne pas être contaminé par ce Covid-19. Prenez vos précautions et surtout restez connectés au Créateur. Mettez votre confiance dans le Créateur, comme le disait Joachim Brasseur, mon frérot, grosse force à toi. Et d'ailleurs, je tiens à vous donner une grosse force à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le départ et jusqu'à maintenant. Grosse force à vous tous. D'ailleurs, une petite dédicace pour certaines personnes qui se reconnaîtront et qui comprendront pourquoi. Pascal BRX, grosse force à toi, puisque je sais que tu passes par des épreuves difficiles. Étoile dorée, Paps, mon frérot, grosse force à toi. Lovaniouv, Willy Back, Easy80, Flex Carac, grosse force à vous tous. Et je le redis encore, grosse force à tous ceux qui sont là, qui donnent de la force, qui envoient des messages. Je suis vraiment désolé si des fois je ne peux pas répondre à tout le monde, parce que ça me prend beaucoup de temps. Mais je vous le redis encore, grosse force à vous tous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. N'hésitez pas à partager vos avis à travers les commentaires, à faire votre conclusion autour de cette analyse. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de partager pour donner de la force. Et je vous dis à très bientôt la famille. Peace.